Voilà. Donc, bonjour, je me présente. Alors, je suis Rachel Daviel, la présidente de la société Panexpansion, qui est implantée donc pas loin d'ici à Aix-les-Bains. Donc, cette société a développé et gère Ma Micro-Épargne Solidaire, qui est une dynamique de financement participatif dont l'objectif est d'être accessible à tous. Alors, je vais peut-être rappeler un peu ce que c'est le financement participatif, pour ceux qui n'en ont peut-être pas entendu parler, bien qu'en ce moment, on en entende vraiment beaucoup parler. Alors, c'est un mécanisme de financement qui permet de collecter des fonds auprès d'un très large public. C'est vrai que le terme anglais, que l'on entend aussi crowdfunding, est beaucoup plus imagé, puisque ça se traduit littéralement par le financement par la foule. Et tout ça, donc, ça sert à financer des projets très, très variés, soit des projets associatifs, des projets culturels ou des projets entrepreneuriaux. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que je suis bien positionnée. D'accord. Alors, moi, en particulier, comment est-ce que je peux... Bon. Comment? Non, c'est bon. C'est bon? Donc, moi, par exemple, particulier, comment est-ce que je peux contribuer dans le cadre du financement participatif? Alors, selon le type de projet, globalement, il y a quatre formes de possibilités de contribuer. Soit par le don pur, donc, qui est déjà bien connu. Donc, par exemple, en ce moment, sur Ma Micro-Épargne Solidaire, nous avons un projet en partenariat avec une association qui s'appelle Les Enfants de la Terre, qui est présidée par Nathalie et Yannick Noah. Donc là, on est bien dans le cadre du don pur. La deuxième possibilité de contribution, c'est le don avec une contrepartie en nature. C'est vraiment très spécifique du financement participatif. Alors, un autre exemple sur Ma Micro-Épargne Solidaire, nous avons en ce moment un projet d'un pianiste de la région grenobloise qui a besoin de fonds pour finaliser un album. Et là, selon le montant des contributions, donc les contreparties en nature, c'est le téléchargement de 3 ou 4 titres jusqu'au CD dédicacé par l'artiste. Le troisième type de contribution dans le cadre du financement participatif, c'est le prêt rémunéré ou non. Alors là, nous n'intervenons pas en direct, Ma Micro-Épargne, dans ce secteur. Nous travaillons avec un partenaire qui s'appelle Babylone, qui est le spécialiste du microcrédit solidaire en France et dans d'autres pays. Et enfin, le quatrième type de contribution, c'est l'investissement en fonds propres quand il s'agit d'entreprises, avec le retour sous forme de dividendes et en fonction de la valorisation de l'entreprise. Donc en fait, pour résumer, le financement participatif, c'est bien de mettre en relation des porteurs de projets avec un très grand nombre d'épargnants. Cette mise en relation, aujourd'hui, elle se fait essentiellement par Internet et par les réseaux sociaux. Alors, c'est via des acteurs que l'on appelle les plateformes de financement participatif qui font l'intermédiation entre le porteur de projet et les contributeurs. Donc, c'est sûr que le développement important de l'accès à Internet a fortement contribué à la mise en place de ce nouveau mode de financement et favorise aujourd'hui beaucoup son développement. Alors justement, je peux vous donner quelques chiffres très rapidement pour savoir qu'est-ce que ça représente le financement participatif et son évolution. Alors, il y a environ 1500 plateformes de financement participatif dans le monde. Essentiellement, donc, c'est dans les pays anglo-saxons et majoritairement en Amérique du Nord, aux États-Unis. Aux États-Unis, ça existe depuis plus d'une dizaine d'années et ça s'est fortement développé encore depuis avril 2012 parce qu'une réglementation adaptée a été mise en place. L'Europe compte environ 250 plateformes, donc un peu à la traîne, notamment à cause d'une réglementation contraignante. Et c'est pareil pour la France, qui compte aujourd'hui environ une trentaine de plateformes. Au niveau du montant et de l'évolution donc de la collecte, en 2012, donc, il a été collecté dans le monde environ 2 milliards d'euros avec le financement participatif, 700 millions en Europe, 40 millions en France. Et en 2013, on table sur une collecte de 4 milliards d'euros dans le monde, près d'1 milliard en Europe et 80 millions en France. C'est vrai que les 80 millions d'euros en France donc, font un peu une goutte d'eau vis-à-vis des 4 milliards qui ont été levés au niveau mondial.
Mais on en est vraiment au début et c'est un mode de financement qui est en plein essor. D'ailleurs, le gouvernement semble avoir vraiment la volonté de booster ce nouveau mode de financement avec la mise en place de mesures réglementaires adaptées donc qui ont été proposées suite aux assises du financement participatif fin septembre et dont la mise en pratique donc, est programmée pour le premier trimestre 2014. Alors si on reste en France, en nombre en fait, de personnes impliquées, qu'est-ce que ça représente ? En 2011, il y avait 134 000 personnes qui avaient participé à un projet via une plateforme de financement participatif. En 2012, on frôlait les 300 000 personnes. Et en 2013, on dépasse le demi-million de personnes qui se sont impliquées pour financer un projet de financement participatif. Et donc, ça représente 25 000 projets, en 2013, 25 000 projets financés avec succès en France. Voilà. Alors, pour comprendre en fait un peu les motivations des gens qui s'impliquent justement dans le cadre du financement participatif, une enquête a été réalisée là très, très récemment, donc en octobre, par MIPIS, qui est donc un prestataire de solutions de financement participatif. Et donc, il ressort en fait de cette enquête que les valeurs fondamentales qui font s'impliquer les particuliers pour donner une contribution sont la participation, le partage et la confiance. Et puis, la majorité des personnes qui ont participé au financement d'un projet ont déclaré être complètement prêtes à renouveler l'expérience. Alors, les aspects justement des projets qui sont les plus à même de convaincre donc, les personnes de s'impliquer pour financer ce projet. Donc, pour 3/4 d'entre elles, c'est la crédibilité du projet et surtout un aspect de proximité affective, c'est-à-dire dans le sens « j'ai eu un coup de cœur pour ce projet ». Pour la moitié, plus de la moitié aussi des personnes interrogées dans l'enquête, c'était pour sentir qu'ils appartiennent à une communauté. Et ce qui est quand même assez intéressant et assez spécifique du financement participatif, la fiscalité ou la rentabilité du projet, en fait, n'entre quasiment pas dans les critères de choix pour soutenir un projet. Alors, les types de projets qui intéressent sont vraiment très variés. En particulier, il y a de plus en plus de gens donc, qui sont prêts à soutenir des PME, des start-up, des projets humanitaires, sociaux ou équitables. Et juste après, on a effectivement les projets culturels ou artistiques. C'est ceux dont on avait le plus entendu parler jusqu'à maintenant. Au niveau du montant des participations, alors la majorité des personnes ne mettraient pas plus de 500 € dans un projet parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens. Une très très faible minorité, donc moins de 3%, aurait les moyens de mettre 2 000 € ou plus. Et on voit bien là que c'est vraiment la mobilisation de la foule avec des contributions individuelles limitées qui permet au projet d'aboutir. Donc là, je peux parler d'une spécificité justement de ma micro-épargne solidaire, c'est que c'est la possibilité de contribuer à un projet à partir de 5 € seulement. Et même vraiment une très grande spécificité, c'est qu'on peut investir dans un projet de son choix sans même toucher à son porte-monnaie, simplement avec une épargne que l'on se constitue de façon indolore sur ces achats réalisés chez nos marchands partenaires. Ça, c'est spécifique à ma micro-épargne. Voilà. Alors, on a vu effectivement un peu les motivations donc, des personnes qui contribuent à des projets. Et maintenant, quels sont les avantages, en fait, pour un porteur de projet de passer par le financement participatif ? Alors, si on prend l'exemple d'un entrepreneur, d'abord, le financement participatif va lui permettre de lever des fonds très rapidement et même très en amont de son projet. Ce qui fait qu'avec ses fonds propres qu'il a obtenus avant, donc ils viennent vraiment consolider son projet, il peut aller solliciter des financements complémentaires, traditionnels, parce que justement, il a déjà un appui et un socle. Le deuxième aspect, effectivement, pour l'entrepreneur, là, dans cet exemple, c'est que le financement participatif va lui permettre de fédérer la population derrière son entreprise. C'est-à-dire que les investisseurs dans un projet donc, ont appris à le connaître avec toute la présentation, ils ont quand même réfléchi,
Donc, ils connaissent vraiment beaucoup de choses. Ils croient à ce projet et ils ont envie et intérêt à ce qu'il réussisse. Donc, très naturellement, ils vont devenir des ambassadeurs ou même des vecteurs de succès de l'entreprise. Ils vont acheter les produits ou les services, ils vont en parler autour d'eux, ils vont diffuser tout ça dans leur réseau, etc. Et on voit donc que ces investisseurs en très grand nombre ne vont pas simplement amener leur argent, ils vont aussi amener leur énergie, leurs idées et tout leur réseau qui vont mobiliser pour le succès du projet. Et on voit en fait que à la base, le projet d'un particulier ou d'une seule personne, par ce moyen, en fait, devient un projet communautaire. Voilà. Alors, quel peut être le positionnement des collectivités territoriales vis-à-vis du financement participatif? Aujourd'hui, on voit qu'elles sont plutôt en phase d'observation, elles tâtent un peu le terrain, donc c'est un peu nouveau. Alors, quelques-unes se sont lancées. Hein. On a quelques exemples dans plusieurs pays. J'en ai retenu que 3. En Hollande, la ville de Rotterdam, qui a fait une campagne de financement participatif pour financer la construction d'un pont piétonnier. Et donc, en contrepartie, chaque contributeur avait son nom inscrit sur un élément de l'ouvrage. En Angleterre, on a effectivement aussi une collectivité qui s'est alliée à une plateforme de prêt pour abonder aux côtés des prêteurs particuliers dans des projets de financement participatif. Et enfin, pour revenir en France, nous avons Rennes Métropole qui a mis en place son réseau social ouvert au public pour financer l'innovation. Ça s'appelle la Novosphère. Voilà. Donc, on voit qu'en favorisant le développement d'outils de financement participatif comme ma micro-épargne solidaire, qui permet effectivement de générer une épargne locale et d'impliquer la population, ou tout au moins le plus grand nombre, les collectivités peuvent participer autrement au développement des territoires dans des domaines en fait très variés, en soutenant des petites initiatives ou même plus importantes d'ailleurs, et notamment en soutenant l'épargne de proximité. Ce qu'elles peuvent aussi y trouver, c'est une façon de renforcer la légitimité de leurs actions pour 2 raisons au moins. C'est que en s'impliquant, en fait, en participant à ce type de dynamique, elles vont s'associer à des démarches d'engagement citoyen pour soutenir des projets solidaires sur leur territoire. Plutôt que de décider elles-mêmes en amont des dépenses ou de l'orientation des dépenses pour le développement. Et on voit que parfois, ces orientations qu'elles prennent peuvent plus ou moins leur être reprochées justement par les citoyens. Donc là, c'est un moyen effectivement d'élaguer cette problématique. La deuxième voie, c'est qu'elles mobilisent une épargne de façon volontaire. Donc, on parlait tout à l'heure du volontariat, de façon volontaire et non plus contrainte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que leur capacité d'endettement et puis leur marge de manœuvre par rapport en fait aux recettes fiscales sont très réduites et les pénalisent justement pour avoir des financements traditionnels. Donc là, c'est un moyen, effectivement, de mobiliser une épargne et des financements, en fait, un peu avec une approbation populaire. Alors enfin, pour revenir un peu là sur le thème de l'atelier de cet après-midi, les solidarités et équilibres, sur les questionnements. Alors j'ai repris un peu les questionnements. L'épargne solidaire et locale peut-elle jouer un rôle dans la recherche de l'équilibre et dans quelles conditions? Alors bien sûr, la réponse est oui, parce qu'aujourd'hui, la technologie et puis la dynamique de financement participatif vont permettre de structurer ce type d'épargne, cette épargne locale, et de l'orienter justement vers des projets qui peuvent soutenir la vitalité du territoire. Avec une caractéristique importante, c'est que cette épargne, elle n'est pas en attente en fait on l'a vu donc dans les motivations des personnes qui s'impliquent, elle n'est pas en attente d'une rentabilité financière pure.
et bien au contraire, elle est plutôt motivée par des retombées sociétales plus larges, par une participation en fait à un dynamisme local le plus étendu et profitable à tous. La deuxième partie du questionnement, c'était le dispositif du financement participatif. Est-il concurrent avec les financements classiques ? Pas du tout. Pas du tout. Le financement participatif permet au contraire de financer donc une innovation, un projet ou une cause, là où les circuits traditionnels ne peuvent plus répondre entièrement. Et justement, dans ce contexte, ça apparaît comme vraiment un vrai levier de mobilisation supplémentaire, donc c'est vraiment complémentaire au financement traditionnel des épargnants, et avec on va dire une dimension, c'est la réappropriation en fait citoyenne du financement par la population. Donc, en allant plus loin avec ce type de financement, on rejoint l'intérêt général qui prime vraiment là sur les intérêts particuliers, parce que c'est le principe même du financement participatif qui implique qu'un projet ne peut être financé que s'il y a une vraie adhésion des donateurs ou des investisseurs. Donc, pour conclure, il faut quand même souligner que le financement participatif, ce n'est pas que du financement. D'abord, ce sont des projets. Et en fait, ça, c'est vraiment très, très mobilisateur, à la fois pour les porteurs de projets, pour susciter des initiatives, et aussi pour la population, pour les particuliers qui vont devenir financeurs, voilà, pour les inciter à participer. Et on voit que là, il y a vraiment une véritable dynamique qui est intrinsèque au financement participatif et qui peut être enclenchée justement pour exprimer ce potentiel qui est latent et qui peut être vraiment mis au service des initiatives et du développement de la vitalité sur nos territoires. Voilà, merci. Voilà, merci. Attendez, bougez pas, Rachel. Il y a des questions ou pas ? Moi, j'ai une question. Il faut combien de temps pour monter un dossier ? Ça doit être long ou pas ? Alors, tout dépend vraiment le type de projet. C'est vrai que quand on a des projets culturels... Et votre rôle, vous, Pan Expansion, c'est ça, on a un projet et ensuite vous nous aidez à le monter, c'est ça, non ? C'est votre rôle ou pas ? Alors, effectivement, on intervient sur, on va dire, sur deux facettes. La plateforme de financement participatif, où effectivement les gens viennent proposer leur projet, qu'on l'analyse quand même, parce que quand on le présente sur le site, il faut qu'on ait un peu garant de la crédibilité malgré tout. Donc on peut aider justement le porteur de projet à améliorer, à se poser des questions, à réajuster certaines choses. Et là, vraiment, tout dépend des types de projets. C'est-à-dire que, bon, si on est sur l'associatif, le culturel, bon, quelque part, on n'a pas besoin de nous. Quand on entre vraiment dans des projets d'entreprise, là, il y a vraiment un travail plus important à faire. Et là, on peut vraiment être de conseil et travailler vraiment de concert avec le porteur.